est doux de vous retrouver ce matin, ce dimanche. J'espère que vous allez bien. Je salue aussi nos amis qui nous regardent de l'étranger. Je sais qu'ils sont très nombreux. Je les ai rencontrés pour certains dernièrement. Alors je les salue et je les en remercie. Alors, qui est là sur ce plateau? C'est la première fois que nous rencontrerons cette personne. Elle a un statut à part. Je vous en parle dans un instant. Elle va se découvrir. Mais auparavant, allez, on revient en arrière. L'épisode précédent, c'était avec Evelyne Bouix et Nathalie Riquel. Evelyne Bouix, bonjour. Bonjour. Vous avez eu besoin, pour consolider votre personnalité, d'avoir des mentors autour de vous? Alors, c'est sûrement, là, puisque ma vie montre que oui, j'ai besoin d'admirer d'abord. En amour, j'ai besoin d'admirer les gens. Donc, c'est vrai que mon attirance pour Claude Lelouch, donc c'était quand même est venu d'abord de l'admiration voilà, Pierre, c'est de son talent d'acteur, et après bon, la vie fait que bon, le sentiment amoureux s'est développé intensément. Vous vous considérez comme une bonne comédienne? Oui. Ah, carrément. Non, mais formidable. Mais oui, mais bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais je me considère comme une bonne actrice, c'est-à-dire par rapport aux autres. Souvent, les acteurs, on a l'impression d'être des impostures, ah oui, mais et je pense pas être une imposture. Théâtre Édouard VII, oui. C'est tous les soirs, en compagnie de Pierre Arditi. Est-ce que tous les deux, vous touchez le même cachet? Oh que non. Mais d'abord, parce qu'on n'a pas le même statut social, pas du tout. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre, je veux dire, c'est au théâtre, donc c'est un des acteurs de théâtre, voilà, qui tient le haut du pavé, comme on dit. Donc voilà, donc on n'a pas du tout le même statut. Moi, je fais du théâtre de temps en temps, mais par contre, scène, je suis... Là, vous êtes à égalité sur scène. Non, si, le rôle est à égalité. Ah, totalement. Bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'on est payé. On est payé par rapport à la notoriété d'une personne. Est-ce que vous pensez que le public vient essentiellement pour Pierre et non pas pour vous? Je pense que le public vient d'abord dans un premier temps pour Pierre et que je suis la cerise sur le gâteau. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? J'ai peur au cinéma, les films d'horreur ou quand voilà, je suis très bon public et j'ai très peur très vite en fait. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? J'ai pas envie d'être un homme, surtout. La critique qui vous a le plus blessée, Evelyne? Qu'est-ce qu'elle est moche. Votre prénom et votre nom? Nathalie Riquel. Bonjour Nathalie. Bonjour Catherine. Est-ce que vous avez forcé la main à un moment donné à votre mère pour prendre la relève? Ça n'est pas simple, une mère et sa fille ensemble. Et c'est quelque chose qui a été long, compliqué et qu'on a réussi ensemble. Ma mère, c'est l'un des grands amours de ma vie et je suis l'un des grands amours de la sienne. Ça n'empêche pas qu'elle n'était pas hyper ravie de me voir dans les magazines. Voilà. Vous consommez les hommes? Ah, sûrement pas. Quelle horreur. J'ai l'air comme ça d'une femme totalement débridée qui consomme des hommes. Eh bien non, j'ai une petite fille sage, aux gants blancs, avec des collants blancs. Et en tant que femme, j'étais une femme extrêmement, assez conventionnelle et fidèle et pas du tout dans la tromperie, dans la double vie. La phrase hypocrite que vous entendez le plus souvent dans ce milieu? Dans ce milieu de la mode? Ouais. Qu'est-ce que t'as bonne mine? Qu'est-ce que vous feriez s'il vous restait un jour à vivre? Je crois que je resterais dans mon lit au fond de ma couette, à flipper terriblement. Je ne vais pas vous demander de chanter, Nathalie. Même pas en rêve. Donc, je vais vous apporter des ballets. Des ballets pour m'accompagner dans cette chanson. Quelle drôle d'idée vous avez eue de vendre des accessoires de cul. C'est un peu comme si Volkswagen vendait des steaks aux OGM. Allez, solo. Ça, c'est pas possible. Ouais. Jean-Philippe, au secours. Ouais. Allez, Catherine. Pas mal, hein? N'importe quoi. C'était dimanche dernier. Alors, qui est là ce matin sur ce plateau de Thé au Café? Je vais vous demander de vous présenter tout d'abord en me donnant votre profession. Je suis rabbin. Ah, votre situation familiale? Mariée.
Est-ce que vous avez une devise? Peut-être un proverbe chassidique qui dit qu'il ne faut pas demander à son chemin à quelqu'un qui le connaît parce qu'on risquerait de ne pas se perdre. Et votre prénom et votre nom? Delphine Horviller. Vous venez me rejoindre. Vous êtes l'une des 3 femmes rabbins en France, incarnant un judaïsme libéral, mais encore minoritaire. Vous êtes une ancienne de France 2, je le dis tout de suite, ancienne journaliste de France 2. Et vous me disiez, en arrivant sur ce plateau, que ça vous apportait une émotion particulière. Oui, c'est très particulier d'être de retour ici dans un autre contexte, mais de retrouver des visages connus, des couloirs connus, même des odeurs, des émotions, quelques années plus tard. Bien sûr, vous aurez des surprises, parce que dans cette émission, on aime bien pendant 1 heure qu'il y ait quelques surprises. Il y a Clémentine Sélarié, que vous connaissez bien sûr, l'actrice, mais aussi auteure. Elle n'est pas loin, elle viendra nous rejoindre, elle nous parlera donc de son livre, de son premier roman, On s'aimera. C'est une femme très, très passionnée et elle évoquera évidemment cette histoire comme elle le fait avec beaucoup de sincérité, d'authenticité naturelle. Alors on est très, très curieux de vous, Delphine, je tiens à vous le dire. En effet, quand tout d'abord vous fermez les yeux et que vous repensez à votre enfance, qu'est-ce qui jaillit? Des images d'une enfance très heureuse, avec une famille aimante, des images de mes grands-parents, du temps passé aussi avec eux, mes grands-parents qui ont eu peut-être une influence importante dans ma vie. Lesquels? Des 2 côtés. Mon grand-père paternel était un homme avec beaucoup de charisme, qui avait fait l'école rabbinique lui aussi, mais qui n'était pas devenu rabbin, qui était devenu proviseur d'un lycée de la République à Nancy, du lycée Poincaré, et qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était quelqu'un de très engagé, avec une identité juive forte, mais aussi très engagé vis-à-vis de la République, de la laïcité. Et j'ai le souvenir de débats passionnants qu'on avait tous les deux. Et les J'y autres? pense avec émotion. Et puis mes grands-parents du côté maternel, c'était une autre histoire. Ils venaient de loin, ils venaient des Carpates, et puis ils étaient arrivés en France après la Shoah. Ayant tout perdu et reconstruisant une famille. Et c'est comme ça que ma mère et ma tante sont nées. Et eux étaient une histoire qui se transmettait dans le silence. Assez mutique. Oui, même complètement mutique. En réalité, ils faisaient partie de ces survivants qui n'ont jamais parlé jusqu'au bout. Et il me semble souvent que leur silence a beaucoup à voir avec ce qu'a été mon cheminement ensuite. Vous voyez, parfois on transmet avec des mots et parfois on transmet sans les mots. Et en réalité, de plus en plus, avec les années, je me dis que je suis devenue quelque chose qui a à voir avec ce qu'ils étaient et avec ce qu'ils ont dit sans les mots. Vous avez grandi à Épernay? Oui. Oui. Vous vous sentiez différente des autres? Non et oui, c'est-à-dire que j'étais très intégrée à Épernay et tous mes amis à l'école, au lycée étaient champenois, voilà. Mais c'est vrai que j'étais toujours à me poser beaucoup de questions sur le sens de mon identité, sur mes ancrages, sur la transmission, sur le sens de mon identité juive, qui avait une place importante dans ma vie. Donc j'étais à la fois comme les autres et en même temps avec une quête permanente, une question d'entre-deux. Et c'est quelque chose qui me poursuit toujours aujourd'hui dans mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire d'être entre deux, aussi entre deux cultures, entre deux langues? Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mon père est médecin et ma mère était enseignante d'économie. Ils sont toujours en activité? Mon père est toujours en activité, il est homéopathe, médecin homéopathe, et il était médecin de campagne, ce qui a aussi sans doute joué un rôle, c'est qu'il était très très dévoué et avec des convictions très fortes sur le devoir d'accompagner, d'écouter, d'aider. Je lui dis souvent que j'ai l'impression qu'on fait parfois un peu le même métier, parce qu'il y a au cœur du rabbinat et au cœur de la médecine, il y a des points communs entre ces engagements, en tout cas la nécessité d'écouter et de considérer que le récit de l'autre a quelque chose de sacré. Est-ce que vos parents vous ont élevé de la même façon que votre frère? Je crois, oui, je crois qu'on a reçu même éducation. La même éducation, ce qui a d'ailleurs été un vrai sujet pour moi de questionnement quand je me suis rapprochée des textes et de la pensée religieuse. Pourquoi est-ce que nos parents qui nous avaient élevés de la même manière et les valeurs qu'ils m'avaient transmises n'étaient pas nécessairement reflétées dans les lieux de culte? C'est vrai dans les synagogues, c'est vrai dans les églises et c'est vrai dans les mosquées. Pourquoi est-ce que parfois des gens qui ont ces valeurs à la ville sont prêts à y renoncer, ou en tout cas à les mettre entre parenthèses dès qu'ils poussent la porte des institutions religieuses? Je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, ça reste un peu pour moi un mystère. Vous avez écrit ce livre, Comment les rabbins font les enfants. C'est chez Grasset, on va bien sûr l'évoquer tout à l'heure. De qui vous avez reçu, vous, votre éducation sexuelle?
Je suppose à l'école, ou je suppose, oui, de lecture, d'école. J'ai jamais eu l'impression. C'était tabou dans votre famille? Non, j'ai jamais eu l'impression que c'était vraiment tabou. On pouvait en parler, même si je crois que parfois on ne posait pas certaines questions, mais c'était de l'ordre de l'évidence. J'ai pas eu l'impression qu'on me cachait particulièrement des informations. À l'époque, enfant, vous rêviez à quoi? Vous vouliez devenir quoi? J'ai rêvé pendant un temps d'être neurobiologiste ou neurologue, parce que je m'intéressais beaucoup aux questions de la conscience et des mystères du cerveau. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon grand-père, que j'ai racontée par le passé, où un jour mon grand-père m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Je lui avais dit « Peut-être médecin ». Et il m'avait dit « C'est étrange parce que j'aurais imaginé pour toi autre chose ». Et à l'époque, ça m'avait Ça voulait dire quoi? Ça m'avait vexée à l'époque. Oui, je comprends. Oui. Parce que je me suis dit comment il piétine mes rêves. Et en réalité, cette question m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire cette suggestion de mon grand-père qui me disait en filigrane, rien n'est écrit, rien n'est préécrit, et il y a toujours une autre chose possible. Tu peux toujours t'imaginer ailleurs et t'inventer ailleurs. Et je crois que cette devise, j'aurais peut-être pu la donner tout à l'heure lorsque vous m'avez posé cette question. Je crois que c'est extrêmement important d'enseigner aux jeunes générations qu'ils peuvent encore changer d'avis et qu'il existe un ailleurs, qu'il existe une autre voie possible. Et cette voix de mon grand-père me disant « j'aurais imaginé autre chose », eh bien, elle continue de m'habiter parce que maintenant, il n'est plus là. Mais très souvent, je me pose la question de ce qu'il aurait imaginé. Plusieurs voix dans votre itinéraire, comme le prouve ce portrait de Julie Maraille. Ne l'appelez pas Rabine, mais Madame le Rabbin. C'est vrai que les gens sont souvent pas à l'aise avec le titre. Donc j'ai même eu l'autre jour quelqu'un qui pendant toute une journée m'a appelé Monsieur le Rabbin. Sans barbe ni chapeau de Rabbi Jacob, mais vêtue d'une veste en cuir, Delphine Orviller est bien loin des stéréotypes religieux. Et son parcours sinueux a de quoi surprendre. Il a fallu faire des virages, effectivement, pour finalement trouver sa voie. Première étape, Jérusalem. À 17 ans, elle part étudier la médecine et pour payer ses études, pose dans les magazines. Mais en novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné et avec lui, les rêves de paix de toute une génération. On y croyait tellement, c'était un choc terrible. Foudroyée, Delphine amorce un nouveau virage. En France cette fois, elle étudie le journalisme et intègre la rédaction de France 2. Constat avec Delphine Orviller. Delphine Orviller. Passage remarqué mais nouveau virage à 180 degrés direction New York car elle veut désormais étudier le Talmud. Et en France, les cours sont exclusivement réservés aux hommes. Après 5 années de séminaire rabbinique, elle est ordonnée rabbin à Manhattan à 33 ans. Mais au fait, c'est quoi un rabbin? C'est un leader, un sage et un enseignant. Un métier qu'elle exerce depuis 7 ans, non pas chez les orthodoxes qui n'acceptent pas les femmes rabbins, mais au sein du mouvement juif libéral minoritaire en France. Dans sa synagogue de Beaugrenelle à Paris ou à la tête de la revue Ténois, Delphine Orviller s'étonne. Bizarrement, ces derniers siècles, les rabbins ont rarement pris des congés maternité. Alors, en féministe engagée, elle compte bien changer les choses et défend sans cesse une lecture ouverte des textes sacrés. Elle a trouvé sa voie et plus personne ne l'appelle Monsieur le Rabbin. Une femme de défi. Vous aimez les défis, vous aimez les challenges. Oui, enfin, je me pose même pas la question. Comme ça, c'est amusant. La fin du sujet dit que plus personne ne m'appelle Monsieur le Rabbin, mais en réalité, ça arrive encore assez souvent que les gens, par habitude, comme ça, m'appellent encore Monsieur le Rabbin et puis corrigent immédiatement après. Parce Madame qu'il faut changer le les Rabbin, cultures. tout de même. Oui. Non pas Madame la. Non, c'est une vraie question de langage, comme finalement quand il y a des fonctions qui sont tout à coup investies par les femmes alors que pendant longtemps elles ont été masculines. La question est-ce qu'il faut devancer par le langage et changer les termes ou bien est-ce qu'il faut attendre quoi? Moi, je pense qu'il faut laisser le temps d'abord à la culture de changer aujourd'hui. Et je pense que c'est important d'utiliser les mêmes termes justement pour que les gens s'habituent à concevoir que le rabbinat peut être aussi féminin. Ce qui, je crois, dans ma synagogue aujourd'hui est devenu en réalité quelque chose de courant. Et je m'en rends compte avec les enfants qui fréquentent nos synagogues. Ils ont tellement l'habitude de voir des femmes et des hommes rabbins qu'eux ne se posent plus la question. Et je pense que pour la génération de leurs enfants, ce sera une évidence. Mais n'est-ce pas un de vos enfants qui dit tout d'abord que la profession de rabbin, c'est une profession de femme? Oui, c'est ce que mon fils aîné m'a dit un jour. Je lui ai dit pourquoi ne pas faire rabbin. Il m'a dit c'est vraiment un métier de fille. Et ça m'a troublée quand il m'a dit ça. Mais en réalité, je crois qu'il a pas complètement tort, dans le sens où, bien entendu, c'est pas un métier de fille, mais c'est un métier qui requiert d'exercer certaines qualités féminines, ou en tout cas celles qu'on attribue aux femmes traditionnellement, des qualités d'écoute ou d'empathie ou d'accompagnement. Donc il n'avait pas tout à fait tort. Pourquoi vous avez fait comme mère juive, bien sûr. Pourquoi vous avez fait le choix de partir en Israël pour faire vos études de médecine?
En fait, je me suis toujours sentie très liée à l'histoire d'Israël, à ce pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Vous étiez en quête d'identité à ce moment-là ? Oui, j'étais beaucoup à me questionner sur ce que l'identité juive voulait dire, de quelle manière elle était liée à mon histoire, à l'histoire de mes parents, de quelle manière elle était liée au lien à Israël, à l'hébreu. Voilà, donc je suis partie d'abord faire un volontariat dans un kibbutz, cueillir des fruits comme ça en pleine nature, et puis tout doucement je me suis installée en Israël où j'étais en faculté de médecine. Pour moi, c'était un chemin qui faisait sens, un chemin cohérent. Mais vous n'êtes pas restée. Pourquoi ? Jusqu'à aujourd'hui, je ne serais pas capable de donner toutes les raisons. Je pense incontestablement, et le reportage le montrait bien, l'assassinat d'Yitzhak Rabin a joué un rôle considérable dans ma volonté de revenir. Ça a été un choc, une grosse déception. J'étais à l'époque très impliquée dans les mouvements de gauche en Israël. J'étais sur la place le soir terrible de novembre. C'était il y a maintenant 20 ans, et j'ai du mal à croire que cette année, on va commémorer les 20 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. J'étais là, sur cette place, et lorsque ça s'est passé, c'était un choc pour nous tous. Et je me suis réveillée le lendemain matin, voilà, simplement en ayant le sentiment que je comprenais pas quelque chose dans cette... Qu'est-ce qui était insupportable ? C'est que ce soit le meurtrier soit un juif ? Ça, notamment, pour une bonne part, totalement incompréhensible qu'on en soit arrivé là, et puis tout simplement l'idée que mes rêves étaient piétinés, que quelque chose qui était si cher pour moi et important, tout à coup, la fin était annoncée, et le sentiment que je ne comprenais pas cette région. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce même sentiment que finalement, au moment où on est le plus proche d'une résolution du conflit, tout explose. Alors, par moments, cette idée me rend presque optimiste, me dit qu'en ces moments où il nous semble être si loin d'une résolution du conflit, alors que peut-être que paradoxalement, quelque chose pourrait se profiler, on pourrait tout à coup accoucher d'une solution envisageable, mais j'ai le sentiment j'ai eu un tel sentiment de déception, de régression et d'intolérance qu'au bout de quelques mois, et après les attentats suicides aussi qui ont marqué au début des années 1996, ces bus qui explosaient en permanence, cette vie sous la terreur a fait que j'ai décidé de rentrer pour quelques mois à Paris, et puis ces quelques mois se sont transformés en quelques années. Vous y avez appris l'hébreu et l'arabe. C'était important pour vous d'apprendre cette langue ? Oui, j'avais envie de m'immerger, pas immédiatement dans l'arabe, il m'a fallu quelques années ensuite pour aussi commencer à apprendre l'arabe, que d'ailleurs je ne parle pas couramment, mais que je lis. Mais selon vous, pour vous, c'est un trait d'union ? C'était tout simplement un autre élément de l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un dialogue nécessaire, essentiel, que l'histoire nous demande d'avoir. Pour l'instant, personne n'est capable de l'avoir. Il n'est même pas bégayant ou balbutiant. Mais pourtant, quelque chose se joue entre ces deux cultures et entre ces deux langues. Et c'est troublant de voir à quel point elles se ressemblent. Quelqu'un qui connaît l'hébreu apprend assez facilement l'arabe et vice-versa. Parce que ces langues ont des racines communes, un terreau commun. Et tout à coup, quand on arrive à les faire dialoguer, eh bien, c'est souvent le cas. Et quand on visite la maison de l'autre, on n'apprend pas quelque chose sur lui, on apprend quelque chose sur soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le dialogue interreligieux. Il sert pas tant à connaître l'autre qu'à se connaître soi en visitant la maison de l'autre. Vous êtes tournée après donc, la médecine vers le journalisme. Quel a été le déclic ? Un peu le hasard, c'est que j'aimais toujours écrire, j'aimais explorer le monde. Non, ça n'a rien à voir. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, il y a des sphères communes. C'est-à-dire que c'est la volonté d'être à l'écoute, de chercher à passer ma vie simplement à être à la rencontre d'autres, à écouter leur histoire, à faire ce que vous faites maintenant. C'est vraiment dans une posture d'écoute, d'accompagnement, de compréhension et de traduction de l'univers de l'autre. En 2003, nouveau virage, France Télé vous propose de rester, de devenir statutaire, d'avoir un CDI, tout le monde aurait accepté, couru, remercié, etc. Et vous, non, pas du tout. Vous décidez de partir aux États-Unis pour vous consacrer à l'étude des textes sacrés. Alors comment vos collègues journalistes ont réagi à ce moment-là ? Je crois qu'ils étaient assez surpris. J'ai le souvenir notamment d'une conversation avec Benoît Duquesne où je lui annonçais que je partais faire une école rabbinique, et je me souviens qu'il s'était assis par terre. Je le revois encore au deuxième étage de la rédaction en me disant « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui t'arrive ?» Très décontenancé. Donc pour la plupart, étaient vraiment très surpris, mais de mon point de vue, c'était très cohérent, bien entendu. Votre chef de service à l'époque, c'était la journaliste Frédérique Lantieri, qui aujourd'hui présente cette fameuse émission « Faites entrer l'accusé ». Et elle témoigne, Delphine, du jour où... Le jour où je suis allée voir Delphine et je lui ai dit « ça y est, j'ai réussi à arracher un CDI, tu vas avoir un CDI à France 2 ». Elle a
rédac, elle m'a regardée, elle m'a dit « Ouais, mais il y a un petit problème. Moi, je pensais partir à New York, faire des études de rabbinat. » Je pense qu'elle ne m'a pas dit rabbinat dans un premier temps. Elle a commencé par me dire Bible et psychanalyse. Je pense qu'elle a essayé de tergiverser un petit peu avant de me dire, en fait, voilà, rabbinat, 4 ans. Alors, j'étais un peu interloquée. Ben, moi, je voulais absolument qu'elle soit journaliste, CDI, en poste à France 2, parce que c'était une très bonne journaliste. Et puis, elle s'entendait très bien avec tout le monde. Et elle avait toujours cette espèce de douceur et de charme qui faisait qu'elle mettait tout le monde dans la poche et qu'il n'y avait jamais de conflit. Il y avait tout de suite déjà une belle écriture dans la forme. Hein, c'est-à-dire que très facilement, on reconnaissait un sujet de Delphine. Et elle s'est expliquée. Bon, j'ai ni fait la gueule, ni fait la moindre pression, ni quoi que ce soit. Je considère que les gens doivent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et quand on a le courage de ne pas choisir un poste en or à la rédaction de France 2, tourner le dos à cette sécurité-là pour s'envoler pour New York sans le sou, etc., je trouve que quand même, oui, ça mérite un coup de chapeau. Coup de chapeau de la part de Frédéric Lantieri. Effectivement, tout le monde est surpris à l'époque. Et vous partez aux États-Unis. Pourquoi vous ne pouviez pas étudier ici en France ? Parce qu'en tentant d'étudier en France, d'étudier le Talmud à un certain niveau ou les textes, eh bien, j'ai souvent été confrontée à la même réponse, où des gens me disaient il y a des cours, mais en tant que femme, pas pour vous, parce que ces cours ne sont pas mixtes, parce qu'au sein d'un certain judaïsme, une tradition religieuse traditionnelle, et c'est valable pour toutes les religions, je crois, eh bien, les femmes sont priées de ne pas entrer, de ne pas s'approcher trop près. Voilà. Et ça, c'est valable en France ? C'est valable en France, c'est particulièrement vrai en France. Et c'est beaucoup moins vrai outre-Atlantique, où les mouvances religieuses sont plus libérales. D'ailleurs, le judaïsme est majoritairement libéral aux États-Unis. Et donc, c'est déjà une évidence pour beaucoup de gens là-bas que les femmes et les hommes peuvent étudier côte à côte. Dans l'école rabbinique que j'ai rejointe à New York, on était vraiment à parité absolue. Au jour où on a reçu une ordination rabbinique, 18 étudiants étaient là, 9 hommes et 9 femmes. Et aujourd'hui, il y a à peu près 1000 femmes rabbins ? À peu près dans le monde, ce qui fait que c'est un statut qui est déjà assez normalisé de l'autre côté de l'Atlantique. Ici, c'est encore beaucoup plus rare. Alors on le regarde un petit peu avec étonnement. Mais je pense que c'est amené à se développer. Enfin, je ne vois pas comment il pourrait en réalité en être autrement. Pourquoi est-ce que la pensée religieuse serait le seul lieu où la femme reste définitivement en retrait et ne trouve pas sa place et ne trouve pas sa voix ? Alors, ce n'est ni un sacerdoce, ni un ordre, c'est une fonction, c'est un métier ? C'est pas une vocation, nécessairement ? Oui, c'est une fonction en réalité. Vous êtes enseignant. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a souvent une méprise parce que les gens s'imaginent que le rabbin, c'est un peu un prêtre du judaïsme. En fait, pas du tout. C'est effectivement pas un sacerdoce. On ne fait pas de vœux de quoi que ce soit dans le rabbinat. On est simplement des enseignants ou reconnus comme tels par une communauté qui vous choisit pour être la personne qui les accompagne dans leur cheminement spirituel et dans l'enseignement du texte. Qui vous a choisi en France ? Alors, c'est le mouvement juif libéral de France qui est venu d'ailleurs me chercher à New York juste après la fin de mes études en 2008. Et j'ai rejoint la synagogue du MJLF à ce moment-là pour devenir un des rabbins à la synagogue de Beaugrenelle où j'exerce. On est la première synagogue en France paritaire. Il y a un homme rabbin, une femme rabbin. On est tous les deux à officier côte à côte. Mais quel est votre rapport aujourd'hui et votre relation avec le consistoire ? J'ai pas de relation officielle puisque nous sommes hors de cette structure consistoriale qui a été, je le rappelle, pensée et mise en place par Napoléon il y a 2 siècles pour tenter d'avoir un interlocuteur du côté du monde juif. Il y a aujourd'hui un grand rabbin de France à la tête du consistoire, mais les juifs libéraux sont hors de ce consistoire. Alors c'est un peu compliqué, mais concrètement, ça veut dire qu'on se tient hors de cette institution. On l'a contacté, on souhaitait qu'il nous donne son avis et qu'il nous fasse un commentaire effectivement sur vous, Delphine. Il ne l'a pas souhaité. Vous le regrettez vous-même ? Oui, moi j'ai des très bonnes relations avec le grand rabbin Chaim Corsia, mais je crois que ce n'est pas encore évident pour l'institution consistoriale et pour les mouvances traditionnelles de faire un pas dans la direction de cette ouverture. Et je crois que la question du féminin reste encore une des grosses questions problématiques. Par qui vous êtes rémunérée ? Par la synagogue, puisque je suis employée de la synagogue, qui elle-même vit grâce aux dons de ses membres et des gens qui la fréquentent. Vous ne portez pas la kippa ?
Non, je ne porte pas la kippa et c'est une question, alors c'est vrai qu'on me pose souvent, mais qui est au cœur de la réflexion que j'ai sur la différence entre hommes et femmes dans les religions. C'est que je pense que l'accès des femmes à cette fonction ne veut pas dire qu'on est en train de nier toutes les différences entre les hommes et les femmes, mais qu'on considère que les femmes ont quelque chose à apporter aujourd'hui et que de se priver de leur voix est problématique et appauvrissant. Mais je pense qu'il est extrêmement important quand des femmes accèdent à des fonctions nouvelles, qu'elles ne tentent pas de singer ce qui existait déjà, mais qu'elles apportent pleinement ce qu'elles ont à apporter de nouveau, de différents dans leur corps, dans leur façon d'être. Donc c'est plutôt au nom de cet enseignement que je ne porte pas la kippa. Est-il vrai que les critiques les plus virulentes viennent des femmes elles-mêmes ? C'est souvent le cas et j'en parle souvent avec d'autres amis qui sont dans des combats qu'on qualifie de féministes. On se rend compte que bien souvent les agressions les plus violentes ou les résistances les plus fortes viennent de femmes. Comme si je crois que l'accès des femmes à certaines fonctions, à un domaine qui leur semble être un domaine réservé du masculin, eh bien questionne ou interroge leur propre répartition des rôles dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans la sphère domestique pour elles. Et c'est vrai que bien souvent, par exemple, les critiques qui sont formulées à mon égard sous-entendent que parce que j'investis une sphère traditionnellement masculine, alors je serais tout à coup dans une forme de traîtrise vis-à-vis de ma fonction d'épouse ou de ma fonction de mère, comme si tout à coup on ne pouvait pas être ça et ça, comme si voilà, j'avais d'une certaine manière rompu le pacte d'une zone ou d'un lieu réservé au féminin. Mais vous êtes une pionnière, vous en êtes consciente. J'en ai pas vraiment confiance, c'est-à-dire qu'on me le dit souvent, mais moi, j'ai vraiment pas l'impression de faire quelque chose de révolutionnaire. Et en réalité, plus j'étudie les textes, plus j'ai l'impression que ma démarche s'inscrit dans une pleine fidélité à une tradition. En quoi votre synagogue est-elle différente des autres ? Alors, quand on y entre, il y a une différence évidente. Dans un premier temps, c'est que les hommes et les femmes sont assis ensemble et que les hommes, mixité dans par exemple, la façon dont les personnes sont assises dans la synagogue, dans la façon dont elle prie, une parité dans l'accès au culte. Les hommes et les femmes peuvent jouer les mêmes rôles, ou en tout cas être côte à côte dans la synagogue et dans la prière. Et puis après, il y a toute une réflexion qui est plus emblématique d'une pensée libérale, notamment l'idée qu'il va falloir être capable de contextualiser la loi, c'est-à-dire prendre en compte le temps que l'on vit, la situation particulière et inédite qu'on traverse, pour être capable d'interpréter de façon nouvelle la loi. C'est peut-être ça qui différencie une pensée très orthodoxe d'une pensée libérale dans le monde religieux, c'est que l'orthodoxie va davantage considérer que ce qui a été dit, ce qui a été écrit a été écrit, et voilà, cela fait jurisprudence. Alors que du point de vue du monde libéral, ce qui a été dit, ce qui a été écrit, mais être pleinement les héritiers de ces dires et de ces écrits, eh bien, c'est être capable de les revisiter. Des militaires sont-ils toujours postés devant votre synagogue ? Malheureusement, depuis janvier, oui. Depuis janvier, nous vivons une situation très difficile pour nous tous, mais je crois que pour la communauté juive, c'est un choc très particulier avec lequel il nous a fallu apprendre à vivre, de penser de façon permanente des enjeux de sécurité, d'apprendre à vivre avec des militaires postés devant nos synagogues. Je raconte une petite anecdote. Juste après le mois de janvier et ces terribles attentats, il y a eu une fête juive traditionnelle qui a eu lieu à ma synagogue, qu'on appelle Purim, où tout le monde se déguise. Et j'oublierai jamais ce moment où je suis arrivée devant la synagogue. Il y avait une petite fille déguisée en princesse qui venait avec toute de rose vêtue. Et elle s'est tournée vers le soldat qui était posté là depuis quelques semaines et elle lui a dit « J'adore ton déguisement ». C'est-à-dire qu'elle n'a pas envisagé, cette petite fille, que c'était du vrai. Que c'était du vrai, mais simplement forcément... On était dans un temps de déguisement. Alors quand va s'arrêter cette mascarade, malheureusement, je ne sais pas. Et je ne sais pas, et c'est tout sauf une mascarade. Aujourd'hui, c'est un enjeu considérable. Comment faire pour que nos enfants, tous nos enfants, soient en sécurité ? Vous nous y avez accueillis ? C'est dans le 15e, à Beaugrenelle. Julie Demareuil et Denis Auclair étaient avec vous. Là, on est à la synagogue du MJLF, donc je suis rabbin de cette synagogue et on s'apprête à débuter un office. On va accueillir un jeune homme qui devient bar mitzvah. Mazal tov, salut. Ça va, t'es en forme ? Tout le monde est là, on t'attend, tu es là, sage. Devenir bar mitzvah, selon la tradition, c'est savoir que le monde, dorénavant, dépend de ta façon d'être, de ta façon de penser. Ça ne veut pas dire que tout repose sur tes épaules, mais ça veut dire que dorénavant, tu es aussi responsable de ce à quoi il ressemble. Il existe
C'est particulier, c'est une femme rabbin qui officie, donc c'est un message très fort qui est envoyé à cette nouvelle génération que dorénavant les modèles sont ceux-là. Donc ça surprend parfois les gens qui viennent ici pour la première fois, qui ne sont pas habitués à cet accès égalitaire des hommes et des femmes au culte. L'hébreu, la parole, je dirais, n'a pas de sexe. C'est-à-dire qu'on dit un rabbin par défaut, il se trouve que c'est une rabbine, pour moi ça change rien du tout. Amen. Mazal Tov, tu peux embrasser tes parents. Ce qui me plaît le plus dans la fonction rabbinique, c'est son caractère varié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. On est au cœur de l'intime, au quotidien. On est à la fois dans un rôle de pasteur, d'accompagnant, mais aussi dans un rôle d'enseignant, dans un rôle d'écoute et aussi d'étude. Et je trouve que c'est, de ce point de vue-là, un certain luxe de la fonction rabbinique. Alors maintenant, on va traverser Paris pour aller au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui est dans le quartier du Marais. Le Marais, c'est un lieu que j'aime beaucoup. C'est un quartier qui a été un quartier juif pendant très longtemps. Puis c'est un quartier où vivent ensemble plein de populations très différentes. Bien sûr, je pourrais vivre ailleurs, mais je suis très attachée à ce quartier. C'est une exposition qui a pour thème la question de la séparation des hommes et des femmes dans les lieux de culte dans le judaïsme. Par exemple, on le voit ici. Et cette image, elle est intéressante, c'est vraiment ce que femmes voient dans les synagogues où les femmes sont au premier étage. Et bien souvent, elles n'ont accès à la prière qu'à travers une paroi ou un balcon ou un voile. Ça vous choque, cette façon de prier? Choquée, c'est pas le mot. Moi, j'ai grandi dans une synagogue où hommes et femmes étaient séparés. Aujourd'hui, ça correspond pas à ma façon de prier. Il y a un commentaire très critique de quelqu'un qui écrit quand les femmes seront des hommes, est-ce que les hommes feront des enfants? Point d'interrogation. On voit de quelle manière la question du féminin reste la question subversive et problématique de toutes les religions aujourd'hui. En réalité, cette question, en filigrane, c'est la question de l'altérité. Quelle place dans le système on est prêt à faire à l'autre? Et cet autre, il a parfois le visage des femmes, mais il a parfois le visage des mineurs, des non-juifs ou non-croyants, de toute altérité. En filigrane, la question du féminin, elle pose toujours la question de l'autre. Je vais m'acheter un petit truc. D'accord. J'adore la nourriture d'Europe de l'Est parce que pour moi, c'est un goût d'enfance, de mes grands-parents. Là, vous voyez Rabbi Jacob. Jacob, c'est le personnage le plus célèbre du quartier. Peut-être qu'il fait plus rabbin que moi. Est-ce que vous êtes rabbin toute la journée? Je crois que c'est la particularité de cette fonction, c'est qu'on continue de l'être même quand on sort de la synagogue ou de ses horaires de travail. Quand je croise dans la rue des gens qui sont des membres de ma communauté, ils peuvent effectivement se tourner vers moi comme vers leur rabbin. À bientôt. Mais c'est une fonction qui peut être un peu envahissante parce qu'il n'y a pas de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, tu fais l'affaire? Comment les rabbins pour les enfants, Delphine Orviller, chez Grasset. C'est un titre vendeur, hein, vous avez le sens du marketing. Mais... Mais en réalité, tout le livre a été écrit autour de ce titre. Comment est-ce qu'on construit les enfants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit l'identité de la génération prochaine. Et cette question de l'identité, elle m'obsède en réalité depuis toujours, mais j'ai l'impression qu'elle m'obsède encore plus depuis quelques mois. Dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où il y a ces crispations identitaires, ce communautarisme dont on parle tant. Et il m'a semblé urgent de me poser la question de ce que nos textes nous suggèrent vraiment sur la construction identitaire. Alors, naît-on juif ou on le devient? C'est une question à laquelle personne ne sait répondre. Vous savez, quand on demande comment est-on juif, vous avez plus de réponses que de personnes que vous interrogez. C'est la célèbre blague juive. Avec 2 juifs, vous avez au moins 3 opinions. Mais c'est particulièrement vrai sur cette question. Qui est juif? Certains vous disent on est juif parce qu'on a des parents juifs ou une mère juive. D'autres vous disent parce qu'on vit comme un juif. Et certains vont vous dire c'est parce que vos enfants le sont. Amos Oz, qui est un célèbre auteur israélien, répond qu'on est juif quand on est assez cinglé pour dire qu'on est juif. Enfin, vous voyez, vous avez tout plein de définitions. Ça, c'est l'humour, ça. Tout plein de définitions possibles. Alors, l'humour en fait partie pour certains. C'est un marqueur identitaire, mais je pense que c'est essentiel de montrer qu'on n'a pas fini de définir ce que veut dire être juif. Alors, il y a des codes, l'interdiction d'allumer, d'éteindre au moment du Shabbat, conduire un véhicule, écrire, dessiner, arroser les plantes. Est-ce que ça a toujours un sens aujourd'hui ?
Oui, ça a toujours un sens parce qu'en réalité, personne n'est capable de dire exactement quel sens ça a. Donc ça a un sens à partir du moment où d'autres, dans l'avenir, donneront à ces gestes un sens. D'abord, c'est interprété de façon très diverse aujourd'hui par différentes mouvances du judaïsme. On ne vit pas ces interdits et ces commandements de la même manière si on habite dans un monde ou si on vit dans un monde ultra-orthodoxe comme Mea Shearim ou si on vit dans un monde très libéral. Donc il y a des interprétations déjà très différentes. Et cette longue chaîne d'interprétations, elle se poursuit. Donc, il n'y a pas un seul sens à ces interdits, mais je pense qu'il y en a beaucoup à condition qu'on ne les fiche pas en une posture dogmatique, à condition qu'il n'ait pas fini de parler. Vous parlez du Kama Sutra juif, mais de quoi s'agit-il? Ça va surprendre quelques-uns. Ça aurait fait un bon titre. N'est-ce pas? Oui, j'ai fait un chapitre sur ce Kama Sutra. Il se trouve que les rabbins ne sont pas du tout traditionnellement dans l'ascèse. Et par exemple, la sexualité joue un rôle très important dans leur théologie, dans leur façon d'envisager le monde. Ils considèrent en réalité que ce qui se passe dans la chambre à coucher est extrêmement sacré. Parce que, en réalité, ce qui s'y passe est une forme de réitération de l'acte de la création, comme si Dieu était présent, ni plus ni moins, dans notre chambre à coucher. Vous vous rendez compte de la responsabilité de cet acte qui peut paraître intime. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la contraception? Oui, pour moi, c'est pas du tout une question. Et je pense que pour le judaïsme, traditionnellement, ça n'en est pas vraiment une. Donc j'y suis tout à fait favorable, et d'autant plus pour ce qui est des droits des femmes à disposer de leur corps et à choisir à quel moment elles auront accès ou elles souhaiteront entrer dans la maternité. Je crois que c'est extrêmement important. Favorable aussi à l'IVG? Oui, je pense que, voilà, pas dans n'importe quelle condition et pas n'importe comment, mais ça me paraît être un droit essentiel, qu'il en va de la dignité humaine et encore une fois de la nécessité que chacun puisse s'inscrire de façon responsable dans la construction de sa vie. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous me répondez par pour ou contre. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'album pop-rock du Pape qui va sortir le 27 novembre ? Je suppose pour, même si je ne sais pas, j'aime l'idée, la façon dont les mots résonnent, pop, rock et pape. Vous avez instauré, vous, un Shabbat musical? Oui, une fois par mois, on a un office qui me tient très à cœur. En fait, moi, je suis très sensible à la musique dans les offices et à la façon dont la créativité passe beaucoup par la musique et par ce qu'on est capable de renouveler. Donc, on a un office musical et on a aussi créé un office qui a beaucoup de succès, qui est un office pour les tout petits enfants, pour les bébés, qui viennent là et qui envahissent la synagogue et qui viennent chanter. C'est une façon de transmettre dès le plus jeune âge, à cette époque où ils sont très éponges, une culture. Pour ou contre la charte de la laïcité que tout parent doit signer aujourd'hui? Pour, elle est affichée maintenant dans les écoles où sont mes enfants et je suis pour ce qu'elle précise notamment dans de son dernier statut qu'il est nécessaire de faire vivre cette laïcité. Faire vivre la laïcité, ça veut dire que tout comme le texte religieux dont je parlais tout à l'heure, ne pas la considérer comme un dogme, mais de penser son adaptation et son interprétation au quotidien dans des situations inédites. Les menus sans porc dans les cantines scolaires? Je suis pour que la République soit capable de faire preuve d'une certaine souplesse et je pense que c'est tout à son honneur d'être capable de faire preuve d'une certaine souplesse, même si je suis bien consciente de la problématique que poseraient les revendications particularisme poussées à leur extrême. Je pense que notre pays a su pendant très longtemps faire preuve d'une très grande souplesse et créativité et je pense que ce serait tout à son honneur de poursuivre cette démarche. Les actions très médiatisées des Femmes? Ça dépend. Oui, enfin, moi je suis pas nécessairement pour toutes leurs manifestations, mais je pense que je les soutiens fondamentalement parce que je pense qu'elles ont le mérite de rappeler quelque chose, qui doit nous être très cher, à savoir que les femmes doivent disposer de leur corps, qu'elles ne doivent pas être soumises au dogme et à cette idée d'une supériorité d'un ordre masculin auquel il faudrait qu'elles se soumettent. Donc je pense qu'elles sont nécessaires, même si je ne suis pas nécessairement fan de toutes leurs provocations. Et puis, dans mon dernier livre, j'avais beaucoup travaillé la notion de la pudeur. Je pense que plutôt que de se mettre à nu physiquement, moi, je pense qu'il faut réclamer, au contraire, aujourd'hui, une certaine pudeur, mais qui n'est pas celle qu'entendent habituellement les traditions religieuses. Autre question pour ou contre les colonies israéliennes? C'est une vaste question. En réalité, c'est impossible d'y répondre comme ça. Moi, j'ai vécu en Israël de nombreuses années. Vous y habiteriez, vous?
Non, parce que effectivement, j'ai toujours été, lorsque j'étais en Israël, plutôt manifestée dans la gauche israélienne qui pense qu'il est urgent et important de restituer ces territoires, les colonies. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je crois que si on restituait aujourd'hui tous les territoires, la paix serait immédiate. Je crois que les enjeux sont bien plus grands, contrairement à ce que certains disent, qu'il ne s'agit pas simplement d'un enjeu de colonie, mais aujourd'hui, il y a un travail d'éducation, un travail de lutte contre le terrorisme, contre les dérives fanatiques, qui transcende largement la question des colonies, même si, de mon point de vue, bien évidemment, il faut sortir de ces colonies. Le fait que 10 000 juifs français vont rejoindre Israël pour y habiter, ça vous surprend, ça vous déçoit, ça vous rend triste ? Non, je crois que c'est une option de certains d'ailleurs qui est nourrie par tout un tas d'arguments. C'est vrai que moi je rencontre des gens qui envisagent de partir habiter en Israël, de faire ce qu'on appelle leur alia, leur montée en Israël, ou qui l'ont envisagé pour des raisons très multiples, parce que oui, pour des raisons vraiment diverses et variées, certains pour des raisons professionnelles, d'autres de culture. Mais ce par des amours aussi de la France ? Pour certains, peut-être. Moi, ce n'est pas du tout mon cas et ce n'est pas le cas des gens, je dirais, dans la majorité qui fréquentent ma synagogue. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte ce qu'a été un certain sentiment de solitude et de désarroi de certains juifs français, de certains français juifs, et écouter simplement ce que ce voyage-là dit de leur identité. Vous qui avez écrit sur la pudeur, est-ce que vous savez dire vos sentiments, exprimer vos sentiments ? Est-ce que vous savez dire « je t'aime » par exemple ? Je crois que difficilement. Alors, je le suis beaucoup plus facilement avec mes enfants, peut-être, mais je crois assez pudique dans mon expression. Avec votre mari, Ariel ? Faudrait lui demander, mais je crois qu'effectivement, je suis assez pudique dans ma façon d'exprimer les Alors, choses. être le mari d'une femme rabbin, c'est une situation peu banale, et il témoignait sur France 2, et c'était en 2009. Ça fait quoi d'avoir une femme rabbin ? Ça fait mal. C'était prévu ? Prévu, elle me l'a dit un tout petit peu avant qu'on se marie. Que c'était dans ses plans. Oui, pareil, prévu, oui. C'est, comme ils disent nos amis américains, un challenge permanent. Parce que rabbin, femme, c'est le paradoxe, c'est que c'est dur quand même. Elle est là, elle n'est pas là le week-end, souvent, elle n'est pas là le vendredi soir, elle n'est pas là le samedi matin, souvent elle n'est pas là le dimanche, parce qu'elle donne des cours. Donc notre vie de famille, on la cherche. Mais à part cet aspect-là, il y a cette difficulté en même temps, ce privilège d'être engagé assez régulièrement dans une relation intellectuelle, dans un débat permanent. Débat permanent, il est économiste ? Oui. Débat dans les deux sens, j'imagine que vous vous intéressez aussi évidemment à sa discipline, à sa matière. Effectivement, on a souvent des échanges sur sa matière à lui, sur ce qu'est la prévision en matière d'économie, une autre forme de prophétie qui, elle, n'est pas religieuse, mais qui essaie de penser l'avenir avec d'autres textes, peut-être d'autres dogmes aussi. Est-il vrai que vous aimez particulièrement Jean-Jacques Goldman ? Ah oui, j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Oui. Depuis toujours, je ne sais pas, c'est comme une musique qui a accompagné ma vie en plein de circonstances. Et d'ailleurs, ça fait souvent rire mes amis parce que je cite très souvent Goldman dans mes sermons. Ça peut paraître étrange, mais nous le savions. Venez avec moi. Regardez, Jean-Jacques Goldman est là. Il vous regarde et il espère vous entendre chanter quand la musique est bonne. J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y a plus que les caisses qui me résonnent, et quand je me casse, je voyage toujours. Des chants que tombent dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, 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 quand elle ne triche pas, quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, 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 quand elle guide mes pas.
invitée n'est pas une chanteuse, non, du tout. Alors, pour la elle est petite bien histoire, rabbin. La petite histoire que je n'ai jamais racontée, c'est qu'un jour, il y a très longtemps, Vous êtes très à l'aise, incroyable. C'est vrai, j'ai rencontré Jean-Jacques Goldman dans une boulangerie un jour. Par Et hasard, voilà, bonjour par hasard. monsieur. Et donc on s'est parlé, je lui ai parlé de l'admiration que j'avais pour lui et on a discuté devant la boulangerie. Et ensuite, ce jour-là, il y avait une grève des métros et j'allais à l'autre bout de Paris. Et il m'a déposé en moto. Il m'a déposé en moto et puis on ne s'est plus jamais revu. Voilà, alors je ne sais pas s'il nous écoute, je ne sais pas s'il se souvient de la jeune fille. En tout cas, il va être très surpris, me semble-t-il. Je ne suis pas sûre qu'il fasse appel à moi pour ses chœurs après ce que j'ai chanté. Ah si, je suis très étonnée. Je m'y attendais pas du tout. Avec une facilité, une qualité incroyable. On va recevoir Clémentine Célari. On va lui demander ce qu'elle en a pensé. Bonjour Clémentine, vous venez de nous rejoindre? Oui, bonjour. Je vous On s'est présente embrassés tout à l'heure. Delphine Orviller. Je voudrais vous embrasser. Je trouve, Est-ce que vous pensiez qu'une femme rabbin pouvait aussi bien chanter Goldman? Surtout, moi, j'ai un coup de foudre total pour elle. vous. Je vous trouve mais incroyable. Je vous trouve extraordinaire. Vous ne vous connaissez pas. Vous êtes vraiment quelqu'un qu'on devrait entendre régulièrement. Vous avez une parole qui est tellement pure et tellement ouverte. Mais vraiment, je suis bouleversée par... Et merci Catherine, parce que de toute façon, grâce à Catherine, on rencontre des... Non mais vraiment, je suis tellement d'accord avec tout ce que vous dites. Mais c'est impressionnant. Vraiment, moi, j'aimerais vous revoir. J'aimerais même aller pour la première fois de ma vie dans une synagogue. Et j'aimerais m'approcher de... Enfin, je trouve que votre façon de parler de la religion juive et de cette identité qui est tellement ouverte, vous voyez, en fait. Quelquefois, moi, je suis baptisée catholique, mais j'ai envie d'être juive quand je suis avec des amis juifs, j'ai envie d'être musulmane comme je... Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens pas appartenir à quelque chose de fermé, vous voyez, et je ne suis pas pratiquante, mais vous avez une spiritualité que je trouve... pardon, mais... Stop. J'avais besoin de dire ça. Voilà, c'est fait, c'est spontané. Vous savez quand même, Clémentine, que vous êtes venue pour parler d'un livre, de votre livre. Bon, je sais, ça n'a pas grand intérêt. Bon, allez. Non, mais merci de me recevoir déjà, Bon, Catherine. On s'aimera. Ouais. Alors, c'est bien sûr la chanson de Léo Ferré. On ne va pas vous la passer parce que vous allez pleurer. Mais de toute façon, il y a de quoi pleurer, parce que c'est une très beau chanson texte d'amour Alors, universelle. l'histoire, tout d'abord, c'est un premier roman, donc bravo, d'abord. C'est une histoire atypique. C'est un huis clos. C'est du théâtre. Enfin, c'est du théâtre et à la fois, c'est très imagé, ça pourrait être du cinéma. Moi, je vois très bien une adaptation cinématographique avec ce livre. Vous décrivez en fait le sentiment de l'isolement. De l'isolement de par la météo, parce que c'est pendant une semaine, il neige, et donc une famille va se retrouver bloquée dans leur maison, mais aussi un isolement affectif. Oui, un isolement d'abord affectif dû à l'engloutissement qui est provoqué par les machines pour moi. On est englouti dans un truc de non-relation, de non-communication, quelquefois à cause des instruments, etc. Donc on oublie qu'on est des êtres humains. Et tout à l'heure, vous parliez de la parole, de l'écoute, le repas. Moi, j'étais en Afrique noire. Et pour moi, il y a des choses comme ça qui sont sacrées. C'est le fait de la relation humaine, de se retrouver. Et moi, je voulais célébrer l'humanité qu'on a en nous, quelquefois qu'on oublie, si vous voulez. Oui, mais alors, à partir de ça, vous racontez en fait l'histoire d'une famille qui ne se parle plus. Ben non. Ils sont 5, il y a 3 enfants, il y a des parents. Les parents sont tout aussi mutiques que les enfants, parce qu'ils sont absorbés en fait par les réseaux sociaux, par leur univers. Ouais. Oui, et donc à un moment donné, il y a une panne, parce qu'il y a le ciel les remet. Moi, je pense toujours qu'on est des petites choses. Quand vous parliez tout d'un coup de la relation entre... Oui, voilà. On est des petites choses. Alors, effectivement, on est des petites, peut-être avec des résonances quelquefois, mais notre âme, enfin, je veux dire, on a une responsabilité en tant qu'humain, de personne humaine. Et en fait, à un moment donné, il n'y a plus rien de matériel entre eux, enfin, je veux dire, en tout cas, comme qui les filtre. Et du coup, ils sont obligés de se parler. Pour se réchauffer, il y a un petit feu, parce qu'il y a les avalanches qui subissent, provoquent des petites bulles d'air. Et ça, merci à un ami Olivier, qui est un guide de montagne, qui m'a aidé pour tout ça. Et en fait, donc, il y a un petit feu. Tout le monde, à un moment donné, va se réunir. Parce que de toute façon, si on est en état de survie,
on est obligé de se rapprocher des uns des autres, quoi. Ce qui est dommage, c'est d'avoir à en arriver là, peut-être, pour se souvenir qu'on est des personnes humaines. Mais voilà, moi, c'est célébrer tout ce que ça déclenche. C'est-à-dire le petit garçon Mathieu qui a envie de raconter des histoires à sa famille, avec rien, à faire un petit jeu de loi, et puis mettre un disque de Léo Ferré dans un manche-disque. Mais le véritable adulte, c'est lui, hein, c'est Mathieu. Oui. Qui est pourtant le plus jeune de la famille. Ben oui, et puis là aussi, il y a l'Afrique, parce qu'il est élevé par une nounou qui est africaine, Mirette. Alors, voilà, c'est un truc sur la vérité. J'avais envie de célébrer tout ce dont on est capable en tant qu'être humain, de simplicité, sur la simplicité, et non pas le bling-bling, surtout pas, mais, et le sensationnel et l'extérieur, mais des choses simples. Je pense que, par exemple, pour les enfants, il y a des gens qui disent, oui, la génération, machin. Mes enfants, ils ont 30, 25, 23, mais on se parle énormément. Quand on se retrouve, parce qu'ils sont grands, on s'assoit, et moi, je les écoute, j'ai besoin. Enfin, leur avis m'intéresse beaucoup. Enfin, on n'est pas séparés parce que moi, j'ai 58 ans et eux ont 23, 30 et 23, enfin 25. Quel est le personnage qui a été le plus difficile à construire? Le personnage le plus difficile à construire, c'est... dans mon roman, ça a été peut-être la femme. Parce que je suis un peu méchante avec les femmes dans mon roman. C'est pas que je suis toujours méchante. en quête de jeunesse. Mais oui, voilà. Je suis méchante avec un genre de femme. Enfin, méchante. Disons que je trouve qu'il faut faire attention, quoi. On est vraiment, nous, mais alors, une espèce de truc de toujours être... Enfin, oui, non, moi, j'ai pas envie de me faire lifter. Non, mais je veux dire, on a le droit de faire ce qu'on veut. On n'est pas... Alors, aujourd'hui, les photos photoshopées, tout ça, enfin, c'est devenu un espèce enfin, pas de tabou, de truc obligatoire, la quoi. norme. Voilà, c'est... Donc, non. On a le droit. La liberté, c'est la liberté. C'est ne pas se mettre dans une case d'âge ou de. Donc, en fait, tout est venu. Ce qui était compliqué, c'est dans mon roman, c'est de vraiment écrire ce qu'on a dans le ventre, quoi, dans le cœur, sans avoir de doute sur la façon dont ça va être perçu, quoi. Ça, je pense, c'est vachement important quand on écrit. Mais moi, j'ai très envie de lire votre livre, par contre. 24 heures de la vie d'une femme, parce qu'elle est aussi au théâtre Rive Gauche, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, n'est-ce pas? Merci. Zweig, ouais. Ah ouais. grand auteur, ça, magnifique, un monologue. Oh là là, fantastique. Avec Loris Freeman et Samuel Nibaudot, et avec une mise en scène de Steve Suissa et adaptation. Là, vous devez vous régaler, je vous ai pas encore vu. C'est fantastique. Mais... Oh là là, venez quand vous voulez, Catherine. Vous aussi. Ah bah, on peut avec tous votre y aller. frère. Mais oui, non, venez tous. tous. Non, mais ça, c'est merveilleux, parce que c'est la passion, donc c'est la vibration. Et alors, c'est vraiment les tripes d'une femme qu'elle... Oui, de toute façon, Stefan Zweig, c'est extraordinaire. C'est universel aussi, je pense. Enfin, c'est vraiment... Merci en tout cas. On s'aimera. Rencontre. On s'aimera. C'est un projet pour moi, hein. C'est un projet universel. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça aussi. Hein. C'est la chanson de Léo Ferré qui aujourd'hui a pris, je pense, une dimension. Une dimension et une urgence. Voilà, un projet, ce serait bien comme projet. C'est au Cherche Midi. C'est au Cherche Midi. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vous emmène aux dos à dos. Vous en êtes d'accord? Aïe, c'est un drôle d'exercice. On y va. Merci Clémentine. Merci à vous. Merci. Plein de bonnes choses. Delphine Orviller, si vous deviez prendre une mesure en faveur des femmes, quelle serait-elle? Tout simplement qu'elles aient la liberté de pouvoir se rêver où elles veulent. Mais je ne sais pas si c'est une mesure politique que celle-là ou une mesure d'éducation à l'égard des petites filles. Votre plus gros défaut selon vos enfants? De ne pas être assez présente. C'est-à-dire que je suis là, mais j'ai beaucoup d'interventions le soir et les week-ends. Et selon vous? Peut-être la même chose. La culpabilité de la mère juive est là. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Je me demanderais comment vivent les femmes. Je crois que beaucoup d'hommes ne se le demandent pas, c'est dommage. Pouvez-vous nous raconter une histoire juive? Une histoire juive, c'est l'histoire d'un prêtre, d'un pasteur et d'un rabbin à qui on pose la même question. Quand commence la vie? Alors le prêtre dit la vie, ça commence à la conception, et le pasteur dit la vie, ça commence à la naissance, et le rabbin, il se gratte la barbe et il dit la vie, ça commence quand les enfants quittent la maison. Quand vous allez au restaurant avec votre époux, qui paie l'addition? Lui ou moi, on va dire, aussi souvent lui que moi. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer?
de temps en temps avoir un petit moment, rien qu'à moi, partir en week-end quelque part ou... Tout seul, toute seule. Votre juron préféré? Peut-être un juron en yiddish, on dit « oi vei », c'est intraduisible. Le mot d'amour, selon vous, le plus glamour, le plus sensuel? Sans doute « je t'aime », oui. En hébreu? Ani ohevet otra. En arabe? An rebak. Si je vous dis Douce France? Ah, Douce France, c'est une chanson que j'adore écouter en yiddish, justement, on en parlait. Ah bon? C'est sûr? Oui. Et qui pourrait être interprétée par qui? Alors, elle a été composée par Eric Slabia, qui est un musicien que j'aime beaucoup, qu'il a adapté en yiddish. Et je crois qu'elle est chantée par Dave. C'est surprenant, mais je crois que c'est lui qui chante cette chanson. Mais aussi Les yeux noirs. Les yeux noirs, Eric Slabiak, oui. On le savait. Delphine, il paraît que l'une de tes chansons préférées est Douce France de Charles Trenet, dans sa version en yiddish. Je vais te la chanter. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine, durchgelebten Sorgen deines, eingewickt mit dein Musik. Städtel Teiers, stille Stiebler Gärtner Scheiers, Kinder von mein Dorf sie Seiers, Punkt wie meins gewinnt dort Glück. Hab dich lieb, jo, und hat schenk ich dir mein Lied do. Hab dich lieb, jo, bis mein letzten Augenblick. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Magnifique. Les yeux noirs, ils sont en concert le 14 novembre, on en profite à Los, dans le Nord. Et puis un petit peu plus tard, le 27 novembre, à Saint-Priest, en Jarez. C'est dans la Loire. Vous irez? Ah oui, peut-être pas, mais enfin, peut-être pas, mais dès qu'ils passent à Paris, vous y allez. Il ne faut pas les rater, ils sont extraordinaires. Les yeux noirs, c'était rien que pour vous, Delphine Orviller. Je voudrais aussi vous offrir, ça c'est rien que pour vous. Et alors franchement, on était autour de ce livre, on se disait, oh, si elle pouvait le laisser. Mais je pense que vous allez l'emporter. C'est un livre magnifique aux éditions Le Tripode de Charlotte Salomon. Vous connaissez l'histoire de Charlotte Salomon. C'est pour la première fois donc l'œuvre de cette artiste juive allemande morte à Auschwitz et c'est publié donc dans son intégralité, plus d'1 millier de gouaches. Vous allez voir, d'ailleurs on voit le livre feuilleté et elle écrit simultanément le roman de sa vie, 820 pages. Il fait presque 5 kilos, ce livre. Elle a été arrêtée en 1943 et elle est morte tout de suite à Auschwitz dès son arrivée. Elle avait 26 ans, elle était enceinte de 5 mois. Charlotte Salomon, peut-être avez-vous lu le livre de David Funkinos sur elle. Voilà. Merci beaucoup. C'est un beau cadeau des éditions Le Tripode. Je voudrais remercier Patrick Cordeau qui est exposé sur le plateau de Thé au Café. Il expose jusqu'au 28 novembre au LDO Co, rue Saint-Paul, à Paris, dans le Marais. Patrick Cordeau travaille à la frontière de la peinture et de l'objet. Il utilise quelques rebuts de notre consommation, de la ficelle, des tissus, des boulons. Son nom, Patrick Cordeau. Merci beaucoup. Delphine Orviller, comment les rabbins font les enfants? C'est chez Grasset. Puis on rappelle évidemment Clémentine Sélarié, on s'aimera. Merci de votre confiance, merci d'avoir passé cette heure avec nous. La semaine prochaine, samedi prochain, on sera en compagnie de la comédienne et la réalisatrice Julie Delpy. Et puis le lendemain, toute une famille. Alors, Louis, Mathieu, Anna, Joseph. Chédid. Ils ont pour patronyme tous Chédid. La famille Chédid sera sur le plateau pour notre plus grand plaisir de Thé au Café. Je pense qu'on entendra quelques standards, quelques belles reprises voilà, qu'ils ont pris les uns les autres. Ils sont actuellement en tournée, il y a un album, enfin, il y a beaucoup d'actualités. On est ravis qu'ils soient là.
Vous passez une très très belle semaine. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir l'émission sur plus.fr, sur aussi le site de France 2, Thé au Café. Et l'émission, elle est rediffusée cette nuit. Et puis, si vous ne voyez pas cette émission de Delphine Orviller, c'est que vraiment, vous n'aurez pas voulu la voir. Parce que c'est quand même facile, en libre service, de regarder l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour Ça va, cette vous vous sentez invitation. bien ? Oui, c'était vraiment un moment très doux et agréable. Bon, je reviens quand vous voulez. Avec joie. On a appris beaucoup de choses vous concernant. Puis alors, Goldman, ça, c'est un grand moment. Je pense que vous allez... Je m'attendais pas du tout. Je pense qu'il y en a certains qui vont... un peu se moquer, mais c'est pas grave. Il faut tout assumer dans la vie. Allez, on se retrouve le week-end prochain. Au revoir. Passez une bonne semaine. Merci. She